Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Bon lundi, bon matin pour ceux qui sont sur le fuseau horaire matinal. Bon après-midi pour ceux qui sont dans l'après-midi. Bienvenue à l'émission Les Clés du Succès. L'émission vraiment Les Clés du Succès où nous nous réunissons tous les lundis pour pouvoir ensemble partager, avoir les outils, les astuces pour pouvoir avoir une vie de réussite. Si vous êtes un homme, une femme qui aspire à un changement, qui aspire à une meilleure qualité de vie, qui aspire à mieux, qui aspire vraiment à atteindre ses objectifs avec succès, vraiment cette émission est faite pour vous, que vous soyez jeune, que vous soyez moins jeune, que vous soyez senior, que vous soyez même à la retraite, on a des objectifs à atteindre. Cette émission est pour vous. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble. Bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour voir la deuxième partie des astuces pour pouvoir trouver, pour pouvoir avoir plutôt une recherche d'emploi réussie. Voilà. Donc, tous les lundis, nous nous retrouvons sur cette chaîne via effectivement la radio Climax FM qui est actuellement en réparation, mais bientôt nous serons sur notre fréquence 100.8. Et en attendant, nous effectuons les émissions de façon à vous donner les outils, les astuces pour être des hommes et des femmes de réussite, des hommes et des femmes de succès dans toutes vos entreprises, que ce soit professionnellement, personnellement, vraiment, que vraiment vous puissiez réussir tout ce que vous entreprenez. Vraiment. Donc, good morning, buenos dias. Vraiment, soyez les bienvenus. Welcome, vraiment, bienvenido dans l'émission vraiment dans l'émission de Clés de Succès. Welcome to the emission, the Keys of Success, an emission for you, for your success. Vraiment une émission pour vous, pour votre succès. Voilà. Donc aujourd'hui, avec le tempo et avec la pêche, parce qu'aujourd'hui c'est lundi, n'est-ce pas? C'est lundi. On va ensemble voir les différentes astuces, les différentes clés pour pouvoir avoir une recherche d'emploi réussie. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de rechercher un emploi, si vous connaissez quelqu'un qui veut changer d'orientation professionnelle, donc l'émission lui est réservée également. Voilà, l'émission lui est réservée également. Donc, j'espère que tout le monde me voit bien. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, les sources d'information pour trouver un nouvel emploi sont innombrables, sont nombreuses. Et beaucoup de chercheurs d'emploi, beaucoup de personnes qui veulent même changer d'orientation professionnelle sont complètement perdues parce qu'elles ne savent pas forcément quelle stratégie adopter face à cette recherche d'emploi. Entre la presse, les journaux, les magazines, les sites emploi, généralement les généraux et les spécialisés, les salons emploi, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Link, les bureaux de sélection, les bureaux de recrutement, les bureaux d'intérim, les organismes publics, c'est effectivement pas évident de s'y retrouver. C'est vraiment pas évident de s'y retrouver. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes pour lancer une véritable stratégie de recherche d'emploi. Souvent, les personnes qui ont du mal à trouver un emploi, c'est parce qu'ils n'ont pas forcément de stratégie et frappent à toutes les portes et ne mettent pas en place une bonne stratégie pour pouvoir trouver un emploi qui leur convient, un emploi qui leur correspond. Donc, aujourd'hui, nous allons voir cela ensemble. Donc, quelle stratégie il faut-il mettre en place pour trouver un emploi? C'est assez long, c'est vrai. Cela nécessite plusieurs semaines pour mettre en place la stratégie entre 3 à 6 mois en moyenne pour retrouver un nouvel emploi. Donc, si vous êtes déjà en poste, il faut effectivement vous prendre bien au préalable, bien de façon antérieure, bientôt en fait, de façon à ce que vous puissiez l'emploi qui vous convient et ne pas avoir cette période d'absence, période de latence. Mais au contraire, il faut vraiment anticiper. La première règle d'or, anticiper. Et je crois que pour être un homme et une femme de réussite, il faut déjà organiser, il faut s'organiser et il faut anticiper. Donc, il faut que vous puissiez redéfinir les objectifs professionnels que vous avez. C'est important. Non seulement il faut les redéfinir, mais il faut refaire votre CV également. Bonjour Bishop, bonjour prophète Jean-Michel. Bonjour à tous ceux qui nous prennent en cours. Donc vraiment bon matin ou encore bon après-midi pour ceux qui sont sur le fuseau horaire dans l'après-midi. Donc nous sommes en train de voir dans l'émission
qui sont les clés du succès, des pistes, en partie 2, les quelques pistes pour pouvoir trouver un nouvel emploi pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, pour ceux qui veulent se reconvertir professionnellement, qui n'ont pas adopté de stratégie. Donc, je disais qu'il est important que nous puissions adopter une stratégie. Une stratégie, donc il faut que vous repassiez votre CV, il faut que vous puissiez faire une lettre de motivation correcte, mettre votre CV en ligne sur les plateformes qui existent et bien sûr mettre à jour votre profil LinkedIn si vous êtes sur LinkedIn et votre réseau et contacter bien sûr les bureaux de sélection. Alors, certains me diront, mais oui, mais des fois j'ai déjà fait tout ça, mais la stratégie peut échouer ou elle a déjà échoué. Donc, il faut savoir que si la stratégie, cette stratégie a échoué, c'est que vous avez certainement manqué une étape. Ou peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc, avec la méthodologie justement que nous avons créée, logiquement, tout le monde, que nous allons voir ensemble, que vraiment, logiquement, tout le monde devrait retrouver un emploi le plus rapidement possible. Oui, 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 je le dis bien, oui. Tout le monde devrait retrouver un emploi le plus rapidement possible. Donc même si effectivement vous connaissez qu'une langue, peut-être que vous n'avez pas de diplôme ou encore vous avez des facteurs qui peuvent être handicapants selon votre vision des choses, il faut savoir que le premier élément que vous devez avoir, c'est la motivation. Vous devez être un homme et une femme motivés. Donc, même dans votre vie de tous les jours, c'est important d'être un homme et une femme de motivation parce que la motivation, c'est un booster, c'est un élément qui va vous permettre aussi également d'aller de l'avant, mais aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, la motivation, cela est important. Il faut être 100% prêt mentalement avant de commencer les démarches. Je sais que pour les personnes qui ont une situation de divorce, une situation de séparation ou une situation de congé maternité, ce n'est pas forcément évident de reprendre tout de suite le travail sur le terrain. Mais la motivation est un élément clé. Donc, 100% prêt mentalement avant de commencer les démarches. Alors, pour ceux qui sont fragiles psychologiquement, pour ceux qui ont eu des parcours difficiles, pour ceux qui ont eu des périodes difficiles, ruptures, divorce, cassures, périodes de difficultés financières, ils sont en train de retrouver un travail, etc. Il est important de faire un travail personnel avant de commencer le processus. Il faut faire un travail personnel avant de commencer le processus. Donc, vous savez, la recherche, donc, travailler, c'est une énergie qu'on communique, mais aussi rechercher un emploi, c'est également une énergie qu'on véhicule, c'est une énergie qu'on met en exerce également. Donc, je vais vous donner 10 conseils. Oups, là, beaucoup d'oreilles. Donc, les erreurs du direct. Les erreurs du direct. Je m'excuse. Donc, il faut savoir qu'il y a 10 conseils que je vais vous donner pour vous aider, vous qui êtes chercheur d'emploi, vous qui connaissez certainement quelqu'un qui voudrait décrocher le job de son rêve. Il faut déjà mettre en place un bilan de compétences. Ça, c'est important. Mettre en place un bilan de compétences. Voilà. Mettre en place un bilan de compétences. Un bilan de compétences de façon à définir ses objectifs professionnels. Ça, c'est important. Un bilan de compétences afin de définir ses objectifs professionnels. Donc, il faut essayer de décrire ce qui serait pour vous un job idéal ou un emploi idéal. Alors, la question que je vais vous poser aujourd'hui, quel est le job idéal pour vous? Quel est l'emploi idéal pour vous aujourd'hui? Quelle est votre aspiration au niveau professionnel? À quoi vous aspirez? Quel est le job vraiment qui serait idéal, vraiment que vous aspiriez à effectuer? Voilà, c'est la question que je vous pose. Donc, ça, c'est la première action à poser, faire un bilan de vos compétences et définir vos objectifs professionnels. Ensuite, vous décrivez votre job idéal. Et en deuxième action, vous vous informez et vous utilisez toutes les sources d'informations à votre disposition, que ce soit les sites d'emploi, les journaux, les magazines. Avec Internet, aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. Les suppléments emploi, nous avons dans les magazines, il y a des suppléments emploi. Vous avez également les bourses à l'emploi, les bureaux de recrutement, les bureaux de sélection, les cabinets RH, vous avez les sociétés d'intérim, vous avez Google, les réseaux sociaux. Donc, ce sont des éléments que je vous donne aujourd'hui afin de vous aider à atteindre votre recherche afin que votre recherche soit réussie. Ensuite, il faut vous inscrire sur LinkedIn. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout LinkedIn, c'est vrai, mais LinkedIn s'est avéré être un réseau social, et je dirais même le premier réseau social professionnel en Belgique. Premier réseau social professionnel en Belgique. Et vous verrez qu'il y a plus, si je ne me trompe, plus d'1 million d'inscrits. Plus d'1 million d'inscrits
justement qui partagent leurs compétences et vous pouvez être référé et vous pouvez retrouver un emploi de cette sorte. Ensuite, il faut placer en 5e action, placer votre CV en ligne sur les plateformes d'emploi généralistes et spécialisées en fonction du job que vous recherchez, en fonction de l'emploi que vous recherchez. Ensuite, vous suivez toutes vos candidatures au quotidien, bien sûr. Vous établissez un plan d'action sur plusieurs mois. Établir un plan d'action, cela est important. Établir un plan d'action. Par la suite, vous faites le suivi par rapport effectivement au mail, par rapport au CV que vous avez mis en ligne. Cela est important. Donc, il faut savoir qu'il est important de faire sortir son CV du lot. Ne soyez pas de ceux qui donnent des CV qui sont communs et qui ressemblent à tous les CV. Il faut faire sortir votre CV du lot avec de la couleur, avec une présentation originale, avec une présentation claire et structurée, avec des objectifs professionnels et des mots-clés. L'employeur regarde tout cela et rédige une lettre de motivation en lien direct avec la fonction que vous voulez occuper, la fonction que vous voulez postuler. Souvent, les personnes, les individus créent des lettres de motivation des CV, même qui ne sont pas forcément en conformité et ne mettent pas en relief les compétences requises par rapport au poste. Certainement, vous étiez dans le commerce et aujourd'hui, vous l'êtes dans le milieu paramédical. Vous avez vendu, vous étiez vendeuse de vêtements et aujourd'hui, vous voulez être soignant ou infirmier ou je ne sais quoi. Et vous mettez tout votre cursus. Il est important que justement, que vous puissiez mettre en valeur les compétences que vous avez acquises par rapport à la fonction auquel vous postulez, à laquelle vous postulez, de façon à ce que l'employeur voit quelles sont les compétences que vous avez. Ensuite, la 7e action à poser, créer des jobs agents. C'est-à-dire, quand je parle de job agent, c'est le fait de s'abonner au flux RS des sites emploi, de sociétés qui vous intéressent. C'est important. Et il y a effectivement des sites en fonction des postes que vous voulez. Si vous avez une fonction de cadre, vous savez très bien qu'il y a le site APEC pour les directeurs, pour les cadres et pour d'autres domaines aussi. Donc, vous recherchez en fonction du poste que vous voulez et par rapport à vos compétences. Ensuite, la 8e action, se préparer à l'entretien d'embauche. Préparez-vous à l'entretien d'embauche. Dites-vous aussi qu'il y a des bons et des moins bons candidats. Il ne faut pas non plus se dire que vous puissiez avoir une pensée négative, vous dire que vous n'êtes pas bon. Non. Il y a, dans tout recrutement, il y a des bons et des moins bons candidats. Il y a des bons et des moins bons recruteurs. Donc, il faut vous donner au maximum, donner le maximum de votre potentiel durant l'entretien d'embauche. Alors, je dirais même aussi également, ça a tendance à entrer en jeu dans la francophonie. Il est important de veiller à ce que vous publiez sur le web, de soigner effectivement votre identité, votre réputation numérique. Oui. Certains peut-être peuvent être choqués, mais aujourd'hui, de plus en plus, certains employeurs ont tendance à aller vérifier ce que vous faites sur votre Facebook, ce que vous faites sur votre réseau social, sur votre Instagram. Quand vous posez une candidature, ils vont aller regarder qui vous êtes, qu'est-ce que vous publiez, et il y a des personnes, je dirais, je fais une parenthèse, il y a des personnes qui étaient déjà en poste, qui se sont fait licenciés, pourtant ça concerne leur vie privée, parce qu'ils étaient en soirée ou parce qu'ils étaient dans une mauvaise posture sur des photos qu'ils ont publiées sur leur réseau social et l'employeur a jugé bon de les licencier à cause de cela. Donc, il est important que vous puissiez soigner votre identité sur votre réseau social, sur votre réputation numérique. Certains ont tendance à le négliger, mais cela a une importance dans certaines sociétés, dans certains continents et de plus en plus dans la francophonie. Les employeurs commencent peut-être pas officiellement, mais commencent à jeter un œil dessus, voire d'autres l'utilisent à défaut contre autrui. Donc, soyez joignable. Voilà, quand vous postulez, soyez joignable. Prenez éventuellement un nouveau numéro de téléphone qui ne servira qu'à votre recherche d'emploi. Ça va éviter effectivement qu'il y ait toute perturbation lorsque votre téléphone sonnera. Alors, une astuce aussi également, avoir confiance en soi. Il est important que vous puissiez avoir confiance en soi, avoir confiance en vous. De plus en plus, des personnes postulent, mais postulent pour postuler. Tu poses une candidature pour juste poser une candidature parce que tu as des charges à payer. Il est important que tu aies confiance en toi. Donc, il est important que chaque personne ait confiance en soi lorsqu'elle a postulé. Si, effectivement, vous avez décroché un premier rendez-vous, c'est que votre profil, effectivement, a un fort potentiel qu'elle puisse intéresser le recruteur, l'employeur. Mais par contre, si vous n'avez pas décroché le job, ne culpabilisez pas, au contraire.
je dirais que ce serait reculer pour mieux sauter. Donc, peut-être que vous ne correspondiez pas totalement au travail, peut-être qu'il y avait une erreur dans votre CV, mais même si c'est une réponse négative, restez quand même positif en toute occasion. Restez positif. Donc, il est vrai que la recherche d'emploi, on est conscient de cela, nous sommes tous conscients de cela, quel que soit le continent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Asie, en Amérique, nous sommes tous conscients que la recherche d'emploi est souvent parsemée d'embûches, et c'est vraiment un parcours qui est semé d'embûches, d'obstacles, et il faut effectivement pas faire de faux pas, et c'est pour ça qu'il est important de mettre toutes les astuces, tous les outils de votre côté, de façon à ce que vous puissiez vraiment avoir cet emploi dont vous aspirez de façon réussie. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive. Une opportunité d'emploi peut se présenter à vous à n'importe quel moment. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas négliger l'appellation également de votre adresse email. Certains ont des adresses email comme Poussin ou Chat 7517 ou encore Dog, je ne sais pas moi, Dog 15@yahoo.fr. Ça, si vous avez une adresse email comme celle-ci, c'est vraiment une adresse que vous devez réserver pour votre vie privée. Mais il est important de préférer, comme vous avez une adresse email qui, au moment où vous postulez, vous allez envoyer des candidatures, que vous puissiez préférer une adresse mail ou une appellation avec votre nom, votre prénom, et bien sûr, @gmail ou @hotmail ou @yahoo, comme bon vous semble. Ce serait beaucoup plus sobre et beaucoup plus professionnel. De même, attention à votre message d'absence sur le répondeur de votre téléphone portable. Les styles de messages sur le répondeur. Salut, c'est moi. Je ne suis pas là. Laisse-moi un message. Je te rappellerai ou pas. Coucou. Ou vous êtes vraiment super jovial ou vous laissez une messagerie humoristique ou autre. Ce serait vraiment pour le cadre de vos amis, le cadre des personnes qui vous entourent. Mais dans le cadre d'employeur à employé, il est important d'avoir un message sobre, de porter une sobriété et de veiller à articuler lors de l'enregistrement de votre message qui sera du type, par exemple, bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Bernard Dupont. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais laissez-moi un message, je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci. Ça, c'est un exemple type pour vous faire comprendre que la portée du message vocal sur le répondeur a également une importance dans une recherche d'emploi. Et même pour ceux qui sont chefs d'entreprise, hein, vous êtes effectivement, vous êtes chef d'entreprise, vous avez plusieurs entreprises à vos actifs, vous avez plusieurs sociétés que vous gérez. Il est important d'avoir des messages professionnels, ne pas avoir des messages humoristiques ou des messages un peu bateaux qui vont soit repousser le client, soit porter interrogation, ou encore ternir votre image, ou encore amener à l'interrogation par rapport à votre identité professionnelle. Il faut penser également, comme je disais tout à l'heure, à votre réputation sur la toile. On est beaucoup adeptes, je reviens là-dessus. Nous sommes beaucoup adeptes des réseaux sociaux, c'est vrai, cela est bon parce que sur les réseaux sociaux, on trouve de tout. On trouve des personnes, on trouve tout domaine d'activité, on trouve toute forme de publication, que ce soit bonne ou moins bonne. On parle d'actualité, on parle d'alimentation, on parle de tout. Vraiment, les réseaux sociaux, vraiment, c'est une source d'information, on parle vraiment de tout. Il est important de faire vraiment une réputation à la toile. Je reviens là-dessus, je l'ai dit tout à l'heure, mais je reviens là-dessus parce qu'il y a des personnes qui, je vous disais, qui se sont fait licencier par rapport à ce qu'ils diffusaient sur leur réseau social. Et de plus en plus dans la francophonie, on voit que beaucoup de personnes, même si ce n'est pas officiel, vont regarder avant de recevoir un candidat, quel est son profil, qu'est-ce qu'il diffuse, quelle est sa liste d'amis. Voilà. Donc, essayez de restreindre l'accès à votre profil si vous n'êtes pas une personnalité publique. Alors, si vous êtes une personnalité publique et que vous représentez une entreprise ou une association ou que vous êtes personne d'une grande envergure, ça se comprend, bien sûr. Mais si effectivement, il est préférable de vivre caché, bien sûr, et de veiller à restreindre l'accès de votre profil à votre liste d'amis uniquement. Évitez de mettre en ligne les photos de vos soirées ou de votre vie privée, de même que la photo de votre profil doit être, bien sûr, très sobre et non équivoque, non politiquement correct. Voilà, une photo qui soit politiquement correcte. Aujourd'hui, comme je disais, beaucoup de recruteurs tapent effectivement le nom des postulants dans le moteur de recherche pour voir à qui correspond cette personne, quelles sont ses activités, qu'est-ce qu'elle publie, quelles sont ses photos pour pouvoir mettre une image avant de recevoir la personne.
Non, le CV. Alors, on va parler du CV. Le CV qui a une grande importance. Vous savez tous, quand vous recherchez un emploi, ne pas hiérarchiser. Ça, c'est important. Pour être lisible, l'erreur que beaucoup font, ils ne hiérarchisent pas. Et cela est très important. Pour être lisible, votre CV doit être structuré. Il doit être structuré. Il faut veiller à ce que les informations que vous communiquez, vraiment importantes, vous apparaissent en premier. Car le recruteur vraiment doit pouvoir justement repérer tout de suite vos atouts pour le poste, doit pouvoir repérer vos compétences, doit pouvoir repérer vos capacités, de façon à savoir si vous correspondez au poste. Donc, les CV standards, il faut savoir que ces CV sont standards, ils sont complètement directement mis aux oubliettes. Donc, le CV liste exhaustive où vous avez 2 pages écrites en tout petit, aussi c'est mis aux oubliettes. Le CV qui est bourré d'orthographe. Attention à l'orthographe, c'est important. Même si aujourd'hui, on envoie des SMS, on ne fait pas attention à l'orthographe, mais quand vous envoyez un CV, faites attention à l'orthographe. Le CV rempli de fautes d'orthographe. Le CV qui fait 2 pages, qui est écrit en tout petit, qui a une liste, une longue liste qui raconte ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé à travailler, à bannir. Le CV brouillon ou sale, à bannir. Le CV trop créatif ou original. Alors, ça peut passer pour certains métiers d'art. Ça passe pour certains métiers d'art. Ça passe également pour certains métiers de création, comme graphiste, maquettiste, décorateur, designer. Donc, ça met en relief votre personnalité, votre identité. Mais il est important que vous puissiez vous démarquer. Démarquez-vous à travers votre CV. C'est important parce que la mise en page de votre CV doit être sobre, mais être démarquée en même temps et en même temps refléter plus ou moins votre personnalité. Et il est important justement que vous puissiez être le plus clair possible pour votre recruteur. Choisir une police de caractère lisible. Donc, comme police de caractère, vous avez Arial, vous avez Verdena, vous avez Times New Roman, vous avez vraiment pas mal de polices qui sont lisibles. Choisissez une police lisible et évitez les blocs de texte trop longs, car effectivement, l'employeur dira les premières lignes et il mettra le reste aux oubliettes. À la fin de votre CV, évitez le remplissage inutile ou de remplissage que vous ne maîtrisez pas du tout. Certains, des fois, mettent lecture, ils mettent cinéma. Il peut vous arriver que l'employeur vous pose la question, quel est le dernier livre que vous avez lu, ou encore quel est le dernier film que vous avez lu et qu'est-ce que vous avez ressorti, qu'est-ce que vous avez appris à travers cela. Donc, si vous n'êtes pas un lecteur, vous n'aimez pas lire, n'allez pas mettre que vous aimez la lecture, parce que le jour où on vous posera la question, quel est le dernier livre que vous avez lu, qu'est-ce que cela vous a rapporté, vous serez vraiment mis en panique parce que vous ne lisez pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui lit. Donc, c'est important de ne pas se mettre en position de défaut ou de ne pas mentir, parce que vous pouvez, justement, cette situation peut se retourner contre vous. Donc, évitez de remplir inutilement avec des informations trop vagues du type cinéma sorti. Pensez justement à évoquer une spécificité parmi vos loisirs. Précisez peut-être cinéma, animalier, coach club de foot Benjamin, si vous effectivement vous entraînez les jeunes, jogging, si vous faites du sport, si vous aimez les romans policiers, mais soyez vrai, parce qu'effectivement, on peut vous poser la question sur si ce n'est pas vrai, bien sûr, sur votre littérature, sur votre passion sur la littérature, sur la lecture, et cela peut vous mettre en défaut malheureusement. Donc, d'autres astuces, ne pas mentir. Là, on parlait de ne pas hiérarchiser, mais là, ne pas mentir. Il est des fois, pour certaines personnes, par rapport à leur manque d'expérience, par rapport à leur manque de compétences, par rapport à leur manque de diplôme, il y a des personnes qui veulent enjoliver leur CV pour paraître plus fort. Mais c'est une situation qui peut être risquée. Moi, j'ai connu des personnes comme ça dans ma fonction de directrice. Des personnes, j'ai eu des CV aussi comme ça, où vous avez des personnes qui mettent toute une liste de fonctions qu'elles ont eues, toute une liste pour pouvoir enjoliver, pour pouvoir remplir le CV. Et c'est des fonctions qu'elles n'ont jamais occupées. Aujourd'hui, dans la francophonie, on n'a pas forcément l'exigence, on n'a pas forcément l'exigence ou l'obligation d'appeler une personne ou encore d'appeler votre ancien employeur, je dirais, pour vérifier si vous dites la vérité, pour vérifier si effectivement vous avez travaillé dans cette structure, vous avez travaillé dans cet endroit. Mais il faut savoir que dans les pays anglophones, comme le Canada, comme aux États-Unis, c'est des pratiques fréquentes. Quand vous mettez ce que vous avez fait, là où vous avez postulé, là où vous avez reçu, la personne l'appelle.
elle appelle, le recruteur appelle, le potentiel futur employeur appelle pour savoir si effectivement vous avez travaillé dans la structure précédente ou dans les structures précédentes et elle vérifie quel était votre comportement, si vous étiez un bon élément dans cette structure, si vous êtes une personne de référence, si vous êtes une personne de confiance, si vous êtes une personne sur qui on peut compter, ou si vous êtes un voleur, si vous êtes un menteur, ou si vous êtes quelqu'un qui est complètement frivole et qui est léger. Donc, dans les pays anglophones, le Canada, parce qu'effectivement, je connais très bien Canada et États-Unis, on va vérifier si ce que vous apportez sur votre CV est une réalité ou si c'est un mensonge. Donc, n'essayez pas d'enjoliver votre CV. Ça peut être très, très risqué pour vous. Certains exigeront, par exemple, également la photocopie du diplôme obtenu. Donc, si vous avez mis plein de compétences, plein de fonctions, plein de diplômes, sachez qu'on peut vous demander le diplôme obtenu. Je dirais même dans certains pays, c'est même obligatoire de vérifier le diplôme parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a de plus en plus de personnes qui fraudent, qui créent des faux diplômes de façon à pouvoir travailler parce qu'elles n'ont pas forcément d'emploi et qui attendent sur le terrain. Il y a de plus en plus, même dans la francophonie, de personnes qui créent des diplômes qui ne sont pas vrais, donc des faux diplômes qu'on les appelle, même dans le milieu médico-social, voire paramédical, même de santé, dans cette sphère, même dans d'autres domaines d'activité également, des personnes qui créent des faux diplômes et qui travaillent après sur le terrain. Et on se rend compte qu'il y a eu un incident, 2 incidents, 3 incidents, voire plusieurs incidents, ou qu'il n'y a pas eu une prise en charge globale comme un bon professionnel devrait l'avoir. On se rend compte après recherche qu'effectivement, cette personne n'avait pas un diplôme reconnu, c'était un diplôme qui avait été créé dans un pays étranger. Et c'est là qu'on se retrouve en difficulté. Donc, n'essayez pas d'enjoliver votre CV. Soyez vrai de façon à ne pas vous mettre dans une situation à risque et sachez que arrangez-vous pour ce que vous dites dans votre CV soit une réalité parce qu'on peut vous demander ce diplôme et ne pas fournir bien sûr de faux diplômes, de diplômes faits à l'étranger de façon à trouver du travail dans les pays francophones. Ensuite, il faut savoir que si vous cherchez une fonction en fonction des structures, on peut vous demander de parler anglais, d'avoir un anglais fluide, d'avoir un anglais courant. Donc, il est important effectivement de tester votre anglais. On peut vous demander de tester votre anglais lors de notre côté de recrutement. Donc, préparez-vous à cela. Alors, une autre astuce, on va ne pas faire de fautes d'orthographe. Là, c'est rédhibitoire. Vous êtes un cadre, vous êtes un directeur, vous êtes dans un poste, vous aspirez à un poste de bureau, un poste de responsabilité. Il est important de ne pas faire de fautes d'orthographe. Même dans les autres postes également, ne faites pas de fautes d'orthographe. Demandez à quelqu'un de vous relire, quelqu'un qui a les compétences, quelqu'un qui a les compétences requises, de vous relire afin d'envoyer une lettre de motivation, un CV convenable et correct, sans faute dépourvu de faute d'orthographe. Pourquoi? Parce que le poste auquel vous aspirez, il y a des compétences rédactionnelles. Si vous aspirez à un poste où il y a des compétences rédactionnelles qui sont indispensables, il n'est pas normal qu'il y ait des fautes d'orthographe. Vous postulez à un poste où vos compétences de rédaction sont en priorité mises en avant. Il est important de ne pas faire de fautes d'orthographe. Si effectivement vous postulez un poste de plombier, cela ne sera pas forcément pris en compte. Si vous postulez un poste de menuisier, cela ne sera pas forcément pris en compte. Si vous postulez un poste de jardinier, cela ne sera pas pris en compte. Mais si vous postulez un poste de secrétaire, d'assistant, de direction, de directeur, de directrice, de cadre ou autre, cela sera pris en compte. Parce qu'il y a des rapports à faire, parce qu'il y a des rapports d'activité effectués. Donc, cela a une importance capitale. Donc, si vous n'avez pas une bonne plume, privilégiez les phrases courtes et les formulations simples ou référez-vous à quelqu'un qui peut effectivement vous aider à travailler votre CV. Vous avez Internet, vous avez le téléphone, vous avez qui peut justement vous réajuster au niveau de l'orthographe. Il est important justement de soigner vraiment votre orthographe de façon à ce que votre candidature soit mise en valeur. Il s'agit d'une marque de respect envers votre interlocuteur. Un CV, une lettre de motivation qui est dépourvue de faute d'orthographe est une marque de respect envers votre interlocuteur, surtout dans la francophonie, je le répète. L'absence de faute d'orthographe dans un CV et dans une lettre de motivation est une marque de respect envers votre interlocuteur. Alors, imaginez-vous, surtout dans les pays francophones, vous envoyez un CV, une lettre de motivation, la personne lira, mais n'aura pas forcément envie de vous inviter à un entretien d'embauche, parce que
votre CV, votre lettre de motivation est griblée et remplie de fautes d'orthographe. Donc, je sais qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, on fait de plus en plus moins d'attention aux fautes d'orthographe, mais c'est capital en fonction du poste auquel vous aspirez, en fonction vraiment de la structure où vous voulez travailler. Il est important de regarder à cela, même si c'est une fonction, des fois même, qui ne sont pas être forcément une fonction dans un bureau ou une fonction où votre rédaction est mise en avant. Mais il est important justement que vous puissiez faire attention à cela. Donc, vous avez des employeurs qui vont regarder à cela et qui vont vous pénaliser juste. Peut-être que vous avez les compétences. Certainement, le poste vous correspond et vous avez les compétences requises. Mais simplement pour cela, la personne vous disqualifiera à cause de cet élément. Alors, l'autre point, savoir se vendre. Il y a des personnes qui ne savent pas se vendre, qui ne savent pas se mettre en valeur. Quand je parle de se vendre, je parle de se mettre en valeur. Il faut adopter un style positif. Bien sûr, avec le sourire, vraiment vous le mettre en avant. Il faut bannir les formules. On m'a demandé d'heures où il a fallu que. Il faut vraiment préférer plutôt dire j'ai entrepris de, j'ai participé à. Il faut vraiment mettre en avant vos stages, il faut vraiment mettre en avant vos jobs saisonniers, même vos projets associatifs. Si vous êtes actif ou dynamique dans une association, même si elle est culturelle, ou même si elle est caritative, même si l'association elle est à dominance humanitaire ou caritative ou autre, mettez en valeur votre responsabilité au niveau des projets associatifs ainsi que vos expériences à l'étranger. Ça a une importance également. Évitez de faire du copier-coller. Vraiment, je répète, évitez de faire du copier-coller. Pourquoi? Parce que les modèles de lettres que vous trouverez sur Internet, ce sont des modèles de lettres qui sont accessibles à des millions de personnes. Et vous savez que l'employeur a la capacité, a le moyen d'aller vérifier si vous avez fait un copier-coller, s'il a le temps d'aller vérifier également et s'il veut le vérifier. Il est important de personnaliser votre lettre, d'expliquer pourquoi vous voulez vous postuler, pourquoi vous présentez votre candidature, pourquoi elle serait pertinente, pourquoi ce poste auquel vous recherchez et pourquoi justement, quel est votre profil pour répondre aux attentes du recruteur. Et il faut vraiment donner les éléments importants afin justement de pousser le recruteur à vous convoquer à un entretien. Donc, pour répondre aux attentes du recruteur et faciliter votre rédaction, n'hésitez pas à reprendre les mots-clés de l'offre d'emploi. Voilà. Vous avez une offre d'emploi qui vous a été communiquée, elle vous correspond ou vous souhaitez postuler à cette offre d'emploi. N'hésitez pas à reprendre les mots-clés, à reprendre justement cette fiche dans votre conversation, dans votre procédure d'embauche, à en reparler justement de façon à ce que l'employeur voit que vous savez de quoi vous parlez. Concernant la lettre de motivation, il faut savoir que la lettre de motivation n'est pas une simple lettre d'accompagnement du CV. Non, ce n'est pas une simple lettre d'accompagnement du CV avec des formules toutes faites. C'est une lettre qui reprend point par point tout ce qui est dit dans le CV. Ce n'est pas une lettre d'accompagnement justement du CV avec des formules toutes faites. Ce n'est pas non plus une lettre qui reprend point par point tout ce qui est dit dans le CV. Et ce n'est pas non plus un roman. Du tout. Donc, il faut être précis, concis, et sur une seule page, votre lettre de motivation devrait tenir. Alors, ce n'est pas non plus une biographie, n'est-ce pas? Donc, la lettre de motivation n'est pas une biographie. L'employeur n'a pas besoin de savoir tout ce que vous avez fait dans votre vie. Il faut parler de l'entreprise, il faut expliquer pourquoi vous serez l'élément clé, l'élément motivateur, l'élément rebooster pour cette future entreprise auquel vous avez de travailler. Donc, il faut comprendre qu'une bonne lettre de motivation doit vous correspondre, elle doit être sincère, elle doit illustrer vos qualités, elle doit mettre en valeur vos qualités, vos réalisations, vos compétences, vos capacités en complément du CV. Il faut démontrer à travers cette lettre votre intérêt pour l'entreprise. Il faut exprimer vos motivations, il faut exprimer votre disponibilité également. Et il faut donner envie à l'employeur de vouloir vous rencontrer. Donc, avant l'entretien, il est important de s'assurer, je dirais, quand vous aurez obtenu, bien sûr, avec toutes ces astuces, un entretien d'embauche, il faut maintenant vous mettre en position pour pouvoir, bien sûr, mettre les clés, les outils, les astuces requises pour pouvoir vous préparer avant l'entretien. Avant l'entretien, assurez-vous de la durée du trajet en fonction de votre mode de transport. Si possible, repérez même les lieux du rendez-vous avant même le jour J. Souvent, certains prennent les transports
Ils ne prévoient pas d'itinéraire, ils se retrouvent dans les embouteillages, et puis après, ils disent qu'il y avait telle péripétie sur la route. Non. Arrangez-vous pour partir beaucoup plus tôt. Si vous savez que vous êtes un éternel retardataire et que vous êtes toujours en retard dans tous vos rendez-vous, préparez-vous bien à l'avance et partez plus tôt. Préparez votre tenue vestimentaire pour le jour J, vos vêtements, vos chaussures et tout ce qui va avec. La veille, avec vraiment d'une propreté irréprochable, un costume ou un tailleur, en fonction de là où vous postulez. Et effectivement, pour les hommes, on parle souvent de costume, parce que c'est une tenue élégante. Et pour les femmes, bien sûr, une tenue élégante, une tenue qui vous met en valeur. Préférez, bien sûr, un léger maquillage, ne peut que vous mettre à votre avantage. Alors, si vous avez un maquillage à outrance, en fonction de là où vous postulez, si vous êtes une artiste et que vous voulez mettre en valeur vos talents d'artiste, ça peut passer. Mais si vous n'êtes pas dans un cadre d'artiste et que vous postulez un poste qui n'a rien à voir avec le domaine de l'art, essayez de mettre un léger maquillage, pas un maquillage à outrance, d'éviter le vernis écaillé. Attention au vernis ou le vernis mal posé. Le rouge à lèvres trop prononcé aussi, ça peut effectivement être un blocage pour l'employeur en face. Il faut regrouper dans un porte-document des chemises, porte-document ou chemises, les copies de l'annonce de l'offre d'emploi, de votre CV, de votre lettre de motivation en plusieurs exemplaires. Parce que vous pouvez vous retrouver le jour de l'entretien qu'au lieu d'avoir un seul interlocuteur, vous avez le directeur général, vous avez le président, vous avez le cadre, vous avez 3 personnes en face de vous et qui voudront certainement avoir une copie de votre CV, une copie de votre lettre de motivation et une copie peut-être de l'offre d'emploi. Donc, essayez d'avoir des copies de votre sac, même la copie de vos diplômes, hein, parce que si vous être recruté, on vous dira que vous commencez tout de suite, bien sûr. Donc, il est important d'avoir la copie de votre diplôme et tout ce que vous penserez, être utile à l'entretien. Bonjour Sandra. Bonjour. Donc, réfléchissez à toutes les questions susceptibles d'être posées par le recruteur. Si vous êtes quelqu'un qui est timide, vous êtes quelqu'un qui panique, vous êtes angoissé, vous êtes quelqu'un qui est stressé pour un oui, pour un non, et que vous n'aimez pas du tout les situations d'entretien d'embauche, demandez à quelqu'un de vous aider à vous mettre en situation, c'est important. Ne partez pas comme ça sans être préparé, sans avoir anticipé cet entretien. Demandez à quelqu'un de vous aider, c'est important, c'est capital, parce que ça vous permettra de vous mettre en situation. Ça va permettre de diminuer le stress, de diminuer l'angoisse et ça vous mettra également en position de pratique et vous serez moins stressé. Je ne dis pas que vous ne serez pas stressé, mais vous serez beaucoup moins stressé quand vous arriverez le jour J où vous vous retrouvez avec 4 interlocuteurs, 4 personnes devant vous qui vous posent des questions par rapport à un poste que vous voulez avoir. Alors, réfléchir à toutes les questions, bien sûr, susceptibles d'être posées par le recruteur ou les recruteurs. Toutes les questions. Alors, certains me diront, oui, mais je ne sais pas quelle question le recruteur peut me poser. Je ne sais pas quelle question l'employeur peut me poser. Alors, je vous donne quelques clés ce matin. Comme je vous disais, de par mon expérience et mon expertise en tant que directrice, je vous donne quelques clés et ça va aider beaucoup de personnes. Tous ceux qui sont en recherche d'emploi, tous ceux qui veulent se réorienter, qui ont déjà commencé à postuler parce qu'ils veulent changer d'emploi en fin d'année ou changer d'emploi dans l'année à venir. Je vous donne quelques clés, quelques questions susceptibles justement d'être posées par un recruteur pour un poste, pour quel que soit le poste. Alors, l'une des premières questions qu'un recruteur peut vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé à envoyer votre dossier de candidature? Ça, c'est l'une des questions qu'on peut vous poser. Alors, il faut savoir qu'à cette réponse, quand vous donnez votre réponse, à la réponse à cette question, il faut vous montrer que vous n'avez pas postulé à ce poste par hasard. Il arrive que les personnes postulent à des postes juste par hasard parce qu'elles ont besoin de travail, elles ont besoin de payer des factures. Ne montrez pas à votre futur recruteur ou à votre futur potentiel employeur que vous avez postulé par hasard. Non. Il faut reprendre les différents éléments qui vous motivent dans l'annonce pour utiliser l'offre d'emploi, donc l'annonce, je dirais. Il faut utiliser les différents éléments de façon à démontrer votre motivation, de façon à démontrer justement les motivations, mais aussi les missions, l'activité de l'entreprise et l'environnement du travail et expliquer en quoi justement elles correspondent à vos objectifs. Quand vous démontrez à l'employeur que vous connaissez l'entreprise, que vous connaissez les valeurs de l'entreprise, que vous avez déjà une connaissance des activités qui se déroulent au sein de l'entreprise et vous connaissez les missions de cette entreprise, ce ne sont que des points en plus pour vous
Ce ne sont pas des points pour vous démarquer par rapport à d'autres personnes qui ne se sont pas préparées en amont. Et ce ne sont aussi ce n'est que du bonus, pardon, pour vous, de façon à démontrer justement que vous avez une connaissance, vous avez peut-être pas une maîtrise, mais vous avez une connaissance de l'entreprise à laquelle vous postulez. Et vous connaissez également justement la vision, la mission, là où l'entreprise va. Donc, ça ne peut que vous démarquer. Souvent, les candidats ne savent pas répondre à ce type de questions. Ensuite, la deuxième question qu'on peut vous poser, que savez-vous de notre entreprise? Oui, que savez-vous de notre entreprise? Donc là, cela veut dire que vous devez vous préparer en amont de votre temps de préparation, bien sûr, à savoir en quelle année l'entreprise a été créée, qui l'a fondée, par exemple, quel est le directeur qui est en poste, quelles sont peut-être les difficultés qu'elle a rencontrées. Donc, ce sont des éléments. Alors, si c'est des postes à responsabilité en tant que cadre, en tant que directeur, bien sûr, quel est le budget global ou le budget que vous pensez que l'entreprise peut avoir à gérer. Donc, ce sont des éléments, justement, qu'il faut connaître et maîtriser. Donc, il faut préparer en amont. Ce n'est pas face aux différents interlocuteurs ou à l'interlocuteur qui sera en face de vous que vous allez commencer à chercher. Donc, il faut avoir la connaissance vis-à-vis de cela. Ensuite, on vous posera la question également, où vous voyez-vous dans 3 à 5 ans? Souvent, on pose cette question. Où vous voyez-vous dans 3 à 5 ans? Ou qu'attendez-vous en termes d'évolution? Alors, ce sont des questions, des fois, qui peuvent être des questions piégeantes pour certains. Il faut faire attention à votre réponse. Si vous savez que dans 3 à 5 ans, que vous avez l'intention de constituer une famille, d'avoir un enfant, il faut faire attention à ce que vous dites parce que ça rentre en jeu. L'employeur prend en considération ce type de réponse. Si l'employeur cherche une personne qui sera là sans avoir de congé maladie, ce qui arrange souvent les employeurs, sans avoir bien sûr une interruption volontaire par rapport à X ou Y raison, l'employeur voudra toujours privilégier quelqu'un qui a l'objectif de rester en poste sans pour cela s'arrêter parce qu'elle a un autre projet en parallèle, en prévision. Donc, il est important justement de vérifier de ce que vous allez apporter comme réponse. Il faut savoir que le recruteur, il juge ici votre intérêt. Il juge votre intérêt de quoi? À faire carrière. Il juge votre intérêt à faire carrière dans ce poste et il peut juger de la solidité de votre motivation à long terme. Donc, votre réponse, la réponse à cette question va déterminer votre motivation à long terme, elle va déterminer votre intérêt à faire carrière ou pas dans la structure. Il faut expliquer également, justement, lors de votre réponse, comment vous vous voyez évoluer de façon professionnelle. Alors, faites attention à ce que, justement, cette évolution ne soit naturellement possible avec le métier auquel vous postulez. Ça, c'est important. Si vous savez que vous êtes un agent, je prends un simple exemple, vous savez que vous postulez un agent de service hospitalier et que dans quelques années, vous savez que vous voulez passer un concours pour être aide-soignant et que par la suite, vous voulez passer un concours pour être infirmier. Il faut savoir que si vous vous étalez, bien sûr, vos éventuels projets et que si c'est un recruteur recherche un agent hospitalier pour 10 ans ou pour 5 ans, il va forcément privilégier quelqu'un qui voudra et qui ne lui annoncera pas qu'il a l'ambition justement d'évoluer en tant qu'aide-soignant ou en tant qu'infirmier. Donc, c'est important de vérifier, de vous préparer et d'anticiper ce que vous allez répondre. Alors, l'autre question qu'on peut vous poser, parlez-moi de vous. Voilà, parlez-moi de vous. Donc, c'est pour ça qu'il est important de se préparer avant le jour J. On vous dit de parler de vous. On ne vous demande pas de parler uniquement de vous sans rapport avec l'emploi. Il faut mettre en parallèle vos expériences. Quand on dit vous parlez de vous, parlez de vos expériences. Parlez de vos formations. Parlez de vos motivations avec le poste. Vous pouvez également expliquer comment vous avez construit votre parcours, c'est important, pour arriver logiquement à postuler à l'emploi auquel vous postulez. Donc, il est important justement de préparer, justement de construire votre parcours. Et quand vous vous posez cette question, parlez-moi de vous, vous savez quoi répondre. Ensuite, l'autre question qu'un recruteur est susceptible de vous poser comme question, quelles sont les missions qui vous ont apporté le plus de satisfaction ou encore, qu'avez-vous préféré au cours de vos études? Alors, il faut sélectionner les missions et les compétences qui sont transférables à cet emploi en particulier. Donc, s'il y a des missions et des compétences que vous avez acquises durant votre parcours, essayez de voir quelles compétences, quelles capacités, quelles missions que vous avez réalisées dans votre parcours, que ce soit un parcours post-personnel, parcours associatif, que ce soit un parcours professionnel.
évaluer toutes les missions, les compétences, les capacités que vous avez acquises, justement, durant ce laps de temps, de façon à vérifier si ça correspond ou si c'est en correspondance par rapport au futur emploi auquel vous postulez, de manière à les mettre en valeur et à argumenter pourquoi vous postulez à cet emploi. Si vous êtes déjà en poste, on vous demandera certainement pourquoi voulez-vous quitter votre poste actuel et intégrer notre société. Oui, pourquoi voulez-vous quitter notre poste actuel et pourquoi vous voulez intégrer notre société, notre entreprise? Alors, cette question est très délicate. Donc, le recruteur, il faut savoir qu'il cherche à évaluer si vous avez bien réfléchi à ce changement de poste. Il cherche à savoir si effectivement, si vous voulez, quelle est votre, quelle est votre culture, quelle est votre disposition, c'est-à-dire est-ce que vous dénigrez votre précédent employeur, votre actuel employeur ou pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre en avant des raisons négatives. Alors, si vous n'entendez pas avec votre patron, si vous n'entendez pas avec votre cadre, ne mettez surtout pas cela en avant. Si vous avez assez de temps de transport, évitez de mettre cela aussi en avant. Évitez de mettre des raisons négatives en avant. Cela peut être une barrière, cela peut être un mur que vous êtes en train de vous constituer de façon inconsciente. Donc, faites plutôt justement face à cette question, ressentir les motivations positives. Toujours mettre le positif en avant. C'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple pour vous aider. Vous souhaitez, par exemple, alors, je souhaite, par exemple, quitter mon poste actuel pour intégrer cette société parce que je souhaite relever un nouveau challenge ou j'aimerais rejoindre à présent une plus petite structure ou une plus grande structure. Mais il faut toujours mettre en avant les points positifs et non les points négatifs. Si vous postulez, par exemple, un poste qui est en dessous de vos compétences, il peut arriver que vous ayez un niveau 1, vous ayez un master, vous ayez un diplôme très élevé, mais que vous ne trouvez pas d'emploi et que là, vous postulez justement, vous postulez justement à cet emploi qui est beaucoup moins qualifié pour vous. Dans ce cas, alors quand le recruteur vous demande pourquoi ne cherchez-vous pas un poste plus qualifié, il est important de savoir qu'est-ce qu'on répond à cela. Il est important justement de ne pas s'emmêler les pinceaux et que le recruteur ne puisse pas entrevoir dans ce que vous êtes en train d'avancer, que vous voulez postuler à ce poste parce que vous ne trouvez pas ailleurs. Il est important qu'il ne puisse pas le voir à travers les propos, ne puisse pas l'entendre à travers les propos dont vous énoncez. Dans ce cas de figure, le recruteur peut effectivement avoir du mal à cerner vos motivations et il veut s'assurer que justement que vous ne postulez pas par défaut et que vous n'allez pas partir à la première occasion. Donc, il est important que vous puissiez préparer cette réponse également, que vous ne puissiez pas mettre en avant que c'est par défaut ou que dès que vous aurez une autre opportunité, vous allez partir. Donc, l'autre question qu'on peut vous poser également, quelles sont vos 3 principales compétences ou encore vos 3 principales qualités? Donc, à préparer en avant également. Une autre question qu'on peut vous poser, quelles sont les 3 qualités les plus utiles à votre futur employeur? Ou encore, quels points forts ont fait la différence dans votre parcours? Donc, ce sont des éléments qu'on peut vous poser. Alors, il faut savoir que lors de l'entretien de recrutement, il y a des erreurs à ne pas commettre lors de l'entretien de recrutement. On a vu pas mal de situations, de mise en situation. Il faut vraiment, il y a d'autres erreurs justement qu'il ne faut pas commettre. Il faut être ni trop court, ni trop long. Il faut savoir qu'une présentation de moins de 3 minutes est requise de façon à ce que le recruteur... Non, alors, je m'explique bien. Une présentation de moins de 3 minutes, le recruteur restera sur sa fin. Si par contre vous faites plus de 10 minutes, il y a de fortes chances qu'il décroche. Donc, il faut trouver un équilibre dans votre présentation quand il vous demande de parler de vous. Voilà. Ensuite, il faut éviter de réciter une leçon. Si certains candidats, des fois, semblent être pris au dépourvu, d'autres ont minutieusement préparé leur discours et ont l'impression que tout a été appris par cœur, il faut faire attention à tout cela. Parce que quand vous récitez une leçon, alors en face, on a l'impression que vous avez appris une leçon. Vous avez non seulement appris la leçon, mais par cœur. Et ça démontre qu'en fait, vous n'avez pas confiance en vous et que ça démontre également un manque de présentation, un manque de spontanéité dans votre présentation. Donc, soyez le plus équilibré et le plus à l'aise, d'où l'intérêt d'anticiper, de se préparer avant le jour J. Ensuite,
certains ont tendance à répéter le contenu de leur CV ou vous répétez le contenu de votre CV. Ne pas répéter le contenu de son CV. Cela est important. Lorsqu'un recruteur reçoit un candidat, il a au moins normalement lu le CV qui est en face de lui. Normalement. Il est donc inutile de passer en revue tous vos diplômes, toutes vos expériences professionnelles. Il vaut mieux faire un tri et sélectionner dans votre parcours les éléments les plus pertinents au regard du poste que vous convoitez, auquel vous aspirez actuellement. Alors, une erreur à éviter également, parler de généralité et oublier des exemples concrets. Alors, au lieu d'entendre une liste d'expériences, il est important que vous puissiez faire entendre au recruteur en face de vous. Il est important que vous puissiez me faire entendre de détailler, c'est-à-dire que vous détaillez 2 ou 3 expériences clés en donnant des exemples concrets sous l'environnement de travail, n'est-ce pas? Donc, en parlant de quelles ont été vos réalisations, quels ont été vos objectifs atteints, ce sont des éléments justement qu'il faudra justement mettre en valeur. Ensuite, arriver en retard. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour les éternels retardataires, il faut vous préparer en avance. Ne pas arriver en retard à l'entretien parce que qu'importe votre excuse, même si vous avez un accident, même si vous... Qu'importe votre excuse, arriver en retard à l'entretien peut s'avérer éliminatoire, même à l'examen. Donc, arriver en retard à l'entretien peut s'avérer éliminatoire. Essayez de partir le plus tôt possible, même si vous partez 2-3 heures avant, mais au moins, vous êtes moins stressé. Vous êtes déjà sur place, vous avez déjà préparé vos éléments dans la voiture, dans un arrêt de bus, là où vous êtes de façon calme, mais n'arrivez pas en retard parce que ça peut être une marque de manque de respect, ça peut être vraiment pris de façon irrespectueuse et ça peut être même voire éliminatoire. La personne peut vous dire que ce n'est plus la peine, elle n'a pas besoin de vous voir de nouveau. L'autre élément, à prendre en compte, l'autre élément également à prendre en compte, méconnaître l'entreprise visée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut éviter de méconnaître l'entreprise auquel vous postulez. Ça, c'est important également. Un autre truc, ça se prépare. Donc, il faut vous renseigner, comme je l'ai dit en précédemment, vous renseigner sur la taille de l'entreprise, sur le chiffre d'affaires, sur les produits qu'elle commercialise, sur les futurs projets. Il est important de savoir tout cela. Ça tout ce qui est en lien avec votre future fonction. Évitez de manquer d'humilité. Alors, le fait de proclamer que vous êtes un excellent manager, que vous avez suivi des modules de management de 2 heures, que vous êtes bilingue, vous avez passé vos dernières vacances dans un pays étranger risqué, il est important de savoir qu'il faut faire vos preuves. Il faut faire vos preuves, même si vous sortez d'une grande école, même si vous sortez d'une haute école d'études, il faut faire vos preuves. Alors, quand on est en entretien, il est bon de poser des questions aux recruteurs. Oui. Il est bon de poser des questions aux recruteurs. Si vous sortez de l'entretien, vous n'avez aucune question à poser, cela peut être vu de manière péjorative. Donc, pour clôturer un entretien, il est bon de poser des questions aux recruteurs. Donc, préparez vos questions, anticipez vos questions. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de préparation, d'anticipation. Il est important de vous préparer. Ce n'est pas là qu'il faut réfléchir à quelles questions vous allez poser. Il faut préparer les questions que vous allez poser aux recruteurs. Il n'y a pas que vos paroles qui sont analysées lors de l'entretien d'embauche. Il faut savoir que les recruteurs jugent votre attitude, ils jugent votre intérêt pour l'entreprise, ils jugent votre façon de vous tenir, ils jugent votre comportement, ils jugent votre posture et il faut éviter bien sûr certains gestes. Alors, vous savez que quand vous allez en entretien de recrutement, évitez d'avoir une poignée de main molle. C'est mal vu. Évitez d'avoir une poignée de main molle. Évitez d'avoir les bras croisés. Les bras croisés, c'est un signe de repli, c'est un signe de protection. Et cela dénote que vous avez une volonté de ne pas dialoguer avec votre interlocuteur. C'est l'interprétation qu'on donne à cela. Évitez d'avoir la main devant la bouche. Il faut savoir que parler avec les doigts sur les lèvres ou la main en opposition avec la bouche interpellera toujours le recruteur. Le candidat est soit en train de mentir, soit il est en train de masquer la vérité. Là, je vous donne des clés, vraiment des clés, des astuces pour vous aider à vraiment avoir un entretien d'embauche réussi. Ce ne sont pas des clés qu'on donne, ce sont des clés qu'on donne dans les hautes écoles, dans les hautes
écoles de management, dans les grandes écoles de management, ou encore dans les hautes écoles les grandes écoles ou les hautes études de direction. Ce sont les clés que je vous donne ce matin, de façon à vous aider, de façon que vous puissiez être des candidats non seulement qui seront démarqués, mais qui aussi vous allez réussir votre entretien. Donc, évitez d'avoir la main sur la bouche. Donc, je vous disais que ça peut être connoté comme si vous essayez de mentir, comme si vous essayez de masquer la vérité. Évitez d'avoir le regard fuyant ou trop insistant. Tous les professionnels de recrutement vous le diront, il n'y a rien de pire que le candidat qui fuit la confrontation du regard. L'interlocuteur vous parle et vous regardez vos chaussures, vous regardez votre sac, vous regardez derrière lui, vous êtes vraiment dissipé, voire léger. Cette attitude peut froisser votre interlocuteur. Et en plus, ça peut démontrer une profonde gêne. Alors, si vous avez un regard très fixe également, ça peut ne pas non plus être apprécié en fonction de la personne qui est en face de vous. Alors, avoir un regard fixe peut traduire une assurance trop prononcée. Et alors, il y a des personnes, des recruteurs qui vont apprécier justement parce qu'ils recherchent une personne qui a de l'assurance, mais ça peut être aussi mal vu face à une personne justement qui n'aime pas du tout qu'on le confonde avec un regard trop prononcé. Ensuite, évitez d'avoir les coudes sur le bureau. Les coudes sur le bureau, il faut savoir qu'en entretien, l'espace réservé au candidat se limite à la chaise sur laquelle il est assis. L'espace réservé au candidat se limite à la chaise sur laquelle il est assis. Donc, les coudes sur le bureau à éviter. L'utilisation du téléphone portable aussi à éviter. Le téléphone portable n'a aucune raison d'être allumé pendant un entretien. Vous devez être à 100% disponible pour votre interlocuteur. Ça peut être mal interprété, à moins que avant le début de l'entretien, vous lui dites que vous attendez un appel très, très important en justifiant pourquoi, mais ça peut effectivement ne pas être apprécié. Évitez de mâcher un chewing-gum. Alors, tout comme le téléphone portable, le chewing-gum peut être également très mal perçu. Ça peut être marqué comme une forme d'irrespect. Voilà. Alors, être avachi sur un siège. Vous êtes comme ça, avachi. Oui, je donne l'exemple pour vous montrer, bien sûr, hein, parce que peut-être que vous n'avez pas forcément comprendre le terme. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en bonne position de posture parce qu'il y a une posture à avoir. Quand vous allez en entretien d'embauche, vous avez une posture à avoir, il y a une façon de vous mettre, de s'asseoir, une façon pour que vos pieds soient posés. Ce sont des éléments que si vous ne faites pas ce genre d'études, vous ne savez pas forcément. Donc, ne soyez pas avachi sur votre siège. Votre manière de vous tenir assis peut être le comportement le plus révélateur pour le professionnel des ressources humaines. Il existe 1001 positions assises. Donc, les plus appropriées lors d'un entretien, c'est de se tenir bien droit, bien sûr, être calé au fond de sa chaise, donc être vraiment calé au fond de sa chaise, bien droit, se tourner bien en face. Alors, en fonction oui, de ne pas croiser les jambes. Donc, certains ont tendance à croiser les jambes, mais ce n'est pas bien vu. Ne pas croiser les jambes, poser les mains sur les cuisses, avoir les pieds bien à plat et éviter tout geste d'anxiété, vous grattez, vous touchez, voilà, tout ça. Il faut éviter tout cela. Le fait que vous ne savez pas vous mettre les mains, ou peut-être que vous mordez les lèvres parce que vous êtes stressé, vous jouez avec votre stylo, ça arrive des fois, hein, sous l'effet du stress, de la panique, on n'aime pas ce genre de situation, on joue avec le stylo, on tape du pied, on tape de la main, on se gratte, on se caresse les cheveux ou la cuisse. Ce sont des éléments qui ne sont pas, ce sont des attitudes à ne pas faire, à proscrire de façon définitive. Donc, ce sont les astuces, ce sont les quelques grandes astuces que je vous ai données aujourd'hui parce que nous avons vu la semaine dernière les astuces pour une recherche d'emploi réussie, en partie 1. Mais là, par rapport à des commentaires, par rapport à des demandes de conseils que j'ai reçues en message privé, donc j'ai voulu, pour aider plusieurs, approfondir pour vous aider, vous qui recherchez un emploi ou vous certainement qui voulez vous reconvertir de façon professionnelle et que vous allez certainement passer des entretiens d'embauche bientôt, il est important justement d'avoir tous ces éléments en main, toutes ces astuces en main de façon à réussir sa recherche d'emploi et de pouvoir acquérir le poste ou la fonction auquel on aspire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, c'est parce que les questions ne manquent pas. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser en live, en direct. Si effectivement vous hésitez, parce que vous êtes timide, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou en message personnel.
Et si vous voulez une consultation, si vous voulez avoir de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai le numéro de téléphone ou me contacter. Et on pourra ensemble en parler. Je peux vous donner quelques clés, quelques outils, encore les approfondir, encore à nouveau. Donc, voilà. Donc, les clés du succès, une émission qui est dédiée à tous, à tout un chacun, moins jeunes, seniors, même ceux qui sont à la retraite, toute personne qui aspire à atteindre ses objectifs, c'est le but de l'émission, hein, vous aspirez à atteindre vos objectifs, vous aspirez à une meilleure qualité de vie, vous aspirez à réussir ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Nous voyons ici, dans le cadre de cette émission, tout en parallèle, bien sûr, avec la Radio Climat, qui est vraiment l'un de nos partenaires avec qui vraiment je collabore et qui actuellement est en mode réparation suite à un sinistre. Donc, l'émission continue avec les réseaux sociaux en parallèle, mais nous allons reprendre bientôt, mais ça ne vous empêche pas justement d'être là, d'être actif, d'être dynamique, de poser vos questions, d'être présent et justement de pouvoir acquérir ces astuces et ces outils dont justement je vous fais part, qui vont vous aider à être des hommes et des femmes à succès, des hommes et des femmes de réussite, parce que beaucoup de personnes veulent réussir dans la vie, mais malheureusement, elles n'ont pas forcément le cadre ou l'environnement ou des personnes clés qui pourront les aider, les pousser, les booster, vraiment les stimuler à entrer dans cette phase de réussite, dans cette atmosphère de réussite. Pour pouvoir réussir, c'est un processus. Il faut savoir que la réussite est un processus. Et il faut savoir que la réussite, le succès, est différent en fonction de chacun. C'est vraiment vous qui êtes connecté, vous avez l'ambition d'acheter une maison, d'autres ont l'ambition d'acheter une voiture, d'autres ont une ambition de changer de profession, d'autres ont envie de créer une entreprise. Vous avez des ambitions qui sont différentes les uns les autres. Et il faut savoir que la réussite n'est pas une solution magique. Ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande de correspondre à certains standards par rapport au milieu, au continent ou par rapport au pays dans lequel nous sommes. Ça dépend également aussi, il y a des critères, il y a des outils que vous devez avoir pour pouvoir réussir, il y a des postures qu'on doit avoir, il y a des manières, il y a des attitudes à avoir pour pouvoir être des hommes et des femmes de réussite, des hommes et des femmes de succès. Et souvent, il y a des personnes qui veulent réussir, mais qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas les personnes adéquates qui vont leur donner les astuces, les clés, les piliers pour pouvoir atteindre cette phase de réussite et qui justement, de journée en journée, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, se retrouvent à tourner en rond, se retrouvent à vivre les mêmes années précédentes parce qu'elles n'ont pas eu les moyens nécessaires pour réussir dans leur cadre professionnel, dans leur cadre personnel. Donc, c'est pour ça que cette émission vous est consacrée et que si vous connaissez quelqu'un qui a besoin justement d'avoir ces clés, qui a besoin d'avoir ces outils, invitez cette personne, partagez l'émission, faites-lui en part. Et si vous avez besoin également justement d'avoir un approfondissement personnel, parce que vous hésitez à faire part de votre difficulté par rapport à votre cadre personnel, votre cadre professionnel, contactez-moi. Il y a des personnes via la radio qui m'ont contacté après par téléphone parce qu'elles ne voulaient pas passer à la radio ou elles ne voulaient pas qu'on entende leur voix parce qu'elles auraient pu être reconnues et expliquer leurs problématiques. Donc, c'est vraiment l'émission qui vous est dédiée, quel que soit votre âge, quelle que soit votre orientation, quel que soit votre domaine d'activité. Simplement, vous avez envie de réussir, vous avez envie de changer de qualité de vie, vous aspirez à une meilleure qualité de vie, vous voulez vraiment, tout ce que vous touchez, vous voulez réussir là-dedans, vous avez des outils et je me mets à votre disposition parce que je suis justement une amie qui veut votre succès. Je veux vraiment vous voir vraiment réussir, être vraiment quelqu'un de succès. C'est important. C'est important parce que quand vous êtes quelqu'un de réussite, de succès, vous ne pouvez être qu'être épanoui malgré les difficultés, malgré les embûches. Malgré tout cela, vous continuez, vous persévérez dans la joie, dans l'épanouissement, malgré tout. Donc, vraiment, je vous encourage à partager, à poser vos questions si vous en avez. Et nous continuerons tous les lundis, bien sûr, les clés du succès. Pour ceux qui sont sur le fuseau horaire de la France métropolitaine, 17h à 18h. Ceux qui sont sur le fuseau horaire du Canada, États-Unis, Caraïbes, 11h à midi. Et le mardi, nous nous retrouvons bien sûr demain avec les clés du bien-être. Le jeudi, le mardi, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, bonjour Josette. Bonjour. Donc, les clés du bien-être, c'est une émission également qui permet de mettre en valeur des astuces, des outils pour vous aider avec de la naturopathie, avec des éléments naturels que vous avez autour de vous qui sont à des prix abordables. Donc, au lieu de prendre des compléments, au lieu de prendre des
des produits qui ont des additifs chimiques dedans. Vous avez là des éléments qui sont naturels. Et le jeudi, nous avons normalement l'émission de Winner's Time, vraiment le temps des champions, où nous recevons une personnalité. Nous recevons quelqu'un qui a un titre, un trophée, ou voire plusieurs titres, plusieurs trophées, ou qui a plusieurs activités, un artiste. Nous avons reçu plusieurs personnalités, plusieurs artistes avec plusieurs casquettes, même un champion du monde que nous avons reçu en discipline de body painting. Et nous allons recevoir des champions de haut niveau bientôt, dès que la radio sera remise en place. Donc, soyez connectés, soyez vraiment connectés à cela, et qui vous donneront, pas en 1 heure, bien sûr, mais qui vous donneront leur parcours et qui vous donneront les différentes astuces, leur expertise pour vous aider à réussir ce que vous entreprenez. Et le vendredi, nous avons l'émission Le Nouvel Espoir, qui est une émission spirituelle avec des valeurs chrétiennes, à caractère chrétien, ou si vous avez envie de prier, si vous avez envie d'être encouragé, reboosté, vous avez besoin vous avez perdu votre feu, vous avez perdu votre envie d'être dans la présence de Dieu, vous avez envie d'être enseigné, vous voulez grandir avec Dieu, vous voulez aller de l'avant, c'est le vendredi, vraiment dans l'émission Le Nouvel Espoir. Vendredi dernier, nous avons passé un moment merveilleux dans un temps de prière, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de ce temps pour pouvoir continuer la marche. Il y a une personne qui m'a témoigné de la Martinique qu'elle a été bénie. Et vraiment, mettez vos témoignages, mettez vos commentaires, parce qu'il y a des personnes qui seront bénies à travers le monde, des personnes qui sont à des milliers de kilomètres en Afrique, en Australie, en France métropolitaine, en Europe, en Belgique, en Suisse, partout dans le monde. Vraiment, partagez, mettez vos commentaires, parce que ça va fortifier et aider ceux qui en ont besoin. J'ai reçu des messages depuis la Martinique me disant « Waouh, j'étais bénie par le moment du vendredi, le nouvel espoir. J'étais fatiguée, j'en avais marre spirituellement, j'en avais marre, je voulais tout plaquer. Mais pour la participation à la prière, j'ai été reboostée, j'ai reçu le feu, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai été renouvelée et Dieu m'a vraiment régénérée et vraiment je continue, je persévère malgré tout. Donc vraiment, soyez au rendez-vous le vendredi également. Donc vous voyez, il y a une prise en charge globale, une prise en charge personnelle, professionnelle, spirituelle. Donc vraiment, tous les éléments vous sont donnés pour pouvoir réussir dans la vie. Toutes les astuces vous sont données pour pouvoir atteindre vos objectifs. Tous les éléments vous sont accordés de façon à être des hommes et des femmes de succès, de réussite. Donc, et je crois que vous l'êtes. Et quel que soit l'embûche, le parcours que vous avez eu à traverser, ne perdez pas courage. Soyez encouragés, persévérez. Et sachez que là, vous aurez vraiment la motivation, si vous l'avez perdu, et vous aurez les astuces, les clés pour vous aider à avancer, parce qu'il est important d'avancer et de ne pas piétiner, de ne pas stagner, de ne pas procrastiner, mais au contraire d'avancer, de persévérer et de réussir. Alors vraiment, donc l'émission Les Clés du Succès, vraiment à votre service, je suis à votre service, vraiment une amie qui veut votre succès et qui veut votre bien. Donc je vous encourage, passez une excellente semaine, un excellent lundi pour ceux qui continuent la journée, pour ceux qui la terminent, une bonne soirée. Et je vous dirai à demain pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Et si vous connaissez quelqu'un, partagez, sachez qu'elle ne ressortira pas. Cette personne que vous allez inviter, cette personne qui viendra à cette émission ne ressortira pas comme elle est entrée, parce que vraiment, elle sera pleinement satisfaite et elle aura tous les outils et les astuces dont elle aura besoin. Donc voilà, bon lundi, voilà, bye bye. Et la pêche. À demain pour ceux qui me suivent mardi.